Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vais présenter mon propos très sommairement, après avoir remercié très chaleureusement la direction de la recherche et de l'innovation de m'accueillir pour cette journée, et dont je vais faire une présentation très rapide et, excusez-moi, très superficielle, synoptique d'une recherche coopérative qui porte sur un aspect important de la pédagogie d'Élise et Célestin Freinet, quelque chose que eux nommaient le sensible, et que nous étudions sous le terme de bienveillance, qui est l'une des priorités donc de la loi de refondation de l'école. Alors nous, c'est une équipe de chercheurs à Nancy qui travaillons avec l'école Freinet que je vais présenter dans un instant. Bienveillance et exigence en pédagogie, donc c'est surtout l'articulation qui importe pour nous. Nous pouvons les considérer comme des sortes de qualités spécifiques aux professeurs dans leur manière d'agir, et la question est de savoir comment produire ces qualités. Voilà, c'est vraiment impressionnant comme ça sur l'écran là. Voilà, en février donc 2014, c'était un entretien donné au Monde. Le ministre Vincent Peillon déclarait ceci: « Il n'est pas possible de réussir à l'école sans sérénité, sans plaisir, sans confiance et sans motivation. » Ce sont les thèmes de la journée, je pense. Et arrêtons d'opposer plaisir et effort. On peut être plus exigeant lorsque les élèves prennent du plaisir à apprendre que lorsqu'ils souffrent. Cette affirmation donc, du ministre, vouloir construire avec tous les acteurs de l'éducation nationale, nous tous, une école de la confiance, on voit tout de suite que dans ce projet dit de refondation de l'école, il cherche à produire une dynamique, cette dynamique entre exigence et confiance. Et je me propose dans cette contribution d'essayer de donner un peu de relief à ces termes qui sont emblématiques du projet de rénover la politique scolaire en France. Alors je les analyse philosophiquement. La tension se manifeste ici comme une tension entre, d'une part, contrainte déontologique pour le métier et, d'autre part, volonté vertuiste de la part, possible, supposée, de la part des professeurs formés à ce métier. La déontologie donnant ses normes au métier de professeur, le vertuisme étant la façon dont les professeurs entendent s'y engager. Mais permettez-moi d'abord de vous faire survoler, là c'est le cas de le dire, l'école Freinet, qui est nommée par Élise Freinet une réserve d'enfants. Elle fut ouverte en 1934 et c'est notre terrain d'enquête. Cette école publique accueille 66 élèves répartis en 3 divisions, 3 classes, organisées de la petite section au CM2 selon les 3 cycles. Les classes se trouvent en haut à droite de la diapositive, c'est le bâtiment qui est tout à fait en haut. Et vous voyez que la conception de l'espace pavillonnaire dans cette école fait intégralement partie de son projet pédagogique éducatif initial. Pour nous, ce terrain d'enquête s'inscrit, c'est une enquête qui s'inscrit dans un programme de l'Institut français de l'éducation, intitulé ce programme Léa, lieu d'éducation associé. Là, vous voyez la page d'accueil sur le site des Léa, on peut le trouver facilement. Et notre projet consiste donc dans ce programme à objectiver la culture bienveillante spécifique à l'école Freinet. D'une part en conceptualisant cette notion de bienveillance et d'autre part en analysant des situations types effectivement sur le terrain où fonctionnent des pratiques que l'on peut qualifier de bienveillantes. Dans notre outillage théorique, nous nous appuyons en particulier sur, théorique et méthodologique, nous appuyons en particulier sur la TACD, la théorie de l'action conjointe en didactique, élaborée par Gérard Sansevy depuis une dizaine d'années à peu près,
Il s'agit de voir les apprentissages, dans cette approche pragmatiste, comme une augmentation de la puissance d'agir dans le monde. Et ces apprentissages sont organisés dans des institutions didactiques qui mettent en situation des problèmes pour faire apprendre les élèves. En outre, il s'agit de voir le Léa lui-même, l'équipe, l'institution Léa, comme une clinique, dit Sansevy, une institution qui est à la fois de formation et de recherche, dans laquelle tous les acteurs sont solidaires et travaillent selon un régime coopératif. Alors, je vous dis rapidement quelques mots également sur notre cadre épistémologique, c'est-à-dire sur notre façon de produire de la connaissance à propos de cette question. Là, deux ouvrages sont présentés. Je me réfère à ces ouvrages qui définissent l'activité de production de savoir comme celle d'un collectif de pensée qui produit lui-même un style de pensée. C'est une idée qui est issue des travaux de Ludwig Fleck dans les années 1930-1935, un très beau livre qui a été lui-même analysé par l'anthropologue Mary Douglas dans cet extraordinaire traité qui s'appelle « Comment pensent les institutions ». Pour Fleck, si nous définissons un collectif de pensée en tant que communauté des personnes qui échangent des idées, qui interagissent intellectuellement, alors nous tenons en lui le vecteur de développement historique d'un domaine de la pensée, d'un état du savoir déterminé, d'un état de la culture, c'est-à-dire d'un style de pensée particulier. Mais nous partons dans notre travail également de l'analyse, des analyses philosophiques de notre collègue à Nancy, Éric Prérat. L'école républicaine doit accueillir tous les élèves et chacun est convié à réaliser en lui, selon une vieille idée kantienne, l'idéal d'humanité. L'accueil est donc le premier temps de ce que Prérat appelle une hospitalité scolaire. Mais hospitalité, pour lui, c'est le sens même de l'école républicaine lorsqu'elle entend rester fidèle à son idée initiale, car c'est par essence, pourrions-nous dire, que notre école est hospitalière, cette fonction s'inscrivant dans un principe démocratique. Deuxième idée complémentaire, le souci pour l'hospitalité, ce souci pratique, qui consiste à préparer pour l'élève un milieu favorable aux apprentissages et le bon accueil, un bon accueil qui transforme la nécessité de s'instruire en une invitation et en une disposition à apprendre, qui renverse en même temps donc cette nécessité, cette obligation scolaire, en une bonne volonté et une capacité à le faire. Et enfin, dans les relations avec les efforts ou les difficultés des élèves, le professeur fait preuve de tact dans cette perspective, un tact, une sollicitude, qui sont des qualités donc professorales pour une école hospitalière. L'hospitalité donc doit être le sens et la norme de l'institution. La sollicitude et le tact en sont les qualités professorales sur lesquelles s'appuyer pour construire ce sens. Voilà donc rapidement maintenant un contexte dans lequel s'inscrit notre enquête à l'école Freinet et avec cette école. Ce collectif dont je parlais plus tôt se greffe en fait sur un collectif préexistant, un collectif ancien. C'est celui de l'école Freinet tel qu'il s'est pérennisé depuis, disons, les années 1970. Alors je donne juste quelques dates pour situer les choses. Après la mort de Freinet en 1966, c'est Élise Freinet qui s'est occupée de cette école jusqu'à son décès en 1983. Puis sa fille, Madeleine Freinet, qui s'en est occupée jusqu'au rachat de l'école par l'État en 1991. Et enfin, la directrice, Carmen Montes, qui a dirigé l'école jusqu'en 2009, date de sa retraite. Aujourd'hui, il y a bien sûr une nouvelle équipe dans cette école, et après la disparition de Madeleine Freinet en 2007,
la retraite de Carmen Montes en 2009, s'est posé la question de l'avenir de cette école, l'avenir de l'école Freinet. Nous avons constitué un collectif, donc tous ensemble, nommé Institut Freinet, Avance, pour organiser cet avenir, l'avenir de cette école historique. Et c'est en 2011 que nous avons pu rejoindre le programme naissant des lieux d'éducation associés. Cette recherche s'inscrit donc dans un processus, une expérience, qui est celle en fait, de cette école et de son évolution dans le temps actuel. Elle peut être regardée aujourd'hui comme un collectif coopératif, associant les professeurs en poste, tous les personnels, l'ancienne équipe, les chercheurs et leurs étudiants, d'autres chercheurs, notamment en Allemagne et au Japon, avec lesquels nous travaillons régulièrement. C'est un collectif qui réunit une quinzaine de personnes. Nous travaillons dans ce projet avec un arrière-plan qui est celui qu'avait établi Philippe Ariès dans sa fameuse recherche « L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime », en affirmant que l'enfance n'a pas toujours socialement et culturellement existé. Son invention, si l'on peut dire, sa découverte, a été progressive, mais deux moments sont très significatifs pour nous. La publication de l'Émile de Rousseau, qui a rendu l'enfance visible comme telle, et la scolarisation obligatoire par Jules Ferry, qui arrache l'enfance au monde du travail. Ce qui nous intéresse, c'est d'interroger l'espace d'accueil de l'enfance, qui fut d'abord le monde social lui-même, la famille, la rue, puis quelques écoles au XVIIe-XVIIIe siècle, écoles chrétiennes notamment, les asiles au XVIIIe-XIXe siècle, qui accueillaient l'enfance, et qui ont été progressivement transformés sous l'action de plusieurs personnes, notamment Marie-Pape Carpentier, Pauline Kergomar, créatrice sur la deuxième moitié du XXe siècle des écoles maternelles. Alors, historiens et sociologues ont stabilisé pendant les années 80-90 le concept de forme scolaire, de socialisation et d'éducation de l'enfance. L'éducation, c'est un phénomène anthropologique de socialisation de l'enfance, dont la forme a varié selon les époques, selon les cultures, comme le soulignait déjà Durkheim au début du XXe siècle. Cette notion donc de forme scolaire concerne une conception de la socialisation de l'enfance opérée par l'institution scolaire, mais dont la caractérisation principale est celle pensée anciennement d'abord par Comenius, et telle que l'a explicité Philippe Ariès dans l'ouvrage dont j'ai cité la référence il y a un instant. Un même lieu, un même temps, un même programme. En outre, c'est la textualisation, la grammatisation, l'action scripturale qui caractérise le savoir à enseigner et qui donne sa forme à l'école. Je n'y insiste pas plus. Dans cette forme républicaine, tous les enfants doivent être scolarisés pour être instruits. Ils le sont gratuitement, ils sont protégés de l'endoctrinement religieux en recevant une éducation laïque. Ce qui nous intéresse, c'est l'espace d'accueil donc de l'enfance, et il s'est d'abord organisé comme un espace où le maître est face aux élèves et voit tout. C'est l'espace de la discipline. Pierre-Philippe Bugnard a analysé le processus historique qui a conduit à cette forme en Europe. Alors je vais très vite, bien sûr nous connaissons tous cet espace d'accueil orienté, le lieu scolaire orienté vers le tableau du maître, les élèves comme des monades juxtaposées dans cet espace. Il en existe quelques variantes de la façon de disposer les élèves dans l'espace, surtout dans les petites classes, mais qui conservent en fait toujours le même principe organisateur. Et on voit que chaque élève est séparé des autres, sous la direction ou sur la surveillance du maître, dans un espace aux murs gris, comme le décrivait Alain dans ses propos sur l'éducation, propice selon lui à la concentration et à la centration de l'attention pour l'étude. Un dispositif certainement pas malveillant, mais un dispositif tout à fait ascétique. Ascétique, c'est-à-dire, selon une définition nietzschéenne, qui fait un déni de la vie,
On le voit sur les photographies, et on le sait, la vie des enfants est réduite à leur activité mentale, ordonnée, conduite par le maître. Jusqu'à très récemment, c'est encore massivement le cas, cette conception panoptique de la classe, donc de l'activité de l'élève, n'a pas changé. Et certains établissements poussent même cette austérité à son maximum, cet isolement de l'élève à son maximum. Mais je viens au fait que depuis quelques années, cette topographie scolaire est critiquée comme interdisant certaines formes d'action. Et en France, depuis au moins la loi d'orientation de 1989, l'institution est à la recherche de nouvelles mises en scène de la relation pédagogique, progressivement donc de l'espace scolaire et de l'organisation des activités dans cet espace. Alors, depuis peu, inspiré par des pratiques venant d'autres pays, mais surtout, me semble-t-il, des pratiques venant de l'entreprise et du new managerialisme, certains établissements, certains professeurs expérimentent d'autres conceptions de l'espace et du mobilier scolaire. L'arrière-plan de ces expériences tient à une triple idée. Les élèves doivent être actifs, ils doivent être mobiles, et le professeur les accompagne dans leurs activités. Mais ces tentatives présentent un risque d'éclatement de la classe en tant que collectif, comme produisant ensemble une culture commune, et nous pensons qu'il serait dangereux de les ériger trop rapidement en normes, en nouvelles normes pour l'enseignement en France. Donc je n'ai pas le temps d'en produire du tout, bien sûr, la critique, mais il faut certainement s'interroger sur certaines bonnes intentions réformatrices qui ne sont pas toujours peut-être enracinées dans une pensée éclairée des problèmes. Alors, dans notre équipe, nous abordons cette question de la forme scolaire en termes de reconstruction. Selon le concept travaillé par John Dewey, il la voit, la reconstruction, comme un moment nécessaire dans la culture. Et c'est sur cette préoccupation qu'est centrée l'organisation du travail à l'école Freinet, par exemple. Il s'agit d'une véritable position éthique professionnelle, mais c'est aussi ce que j'entends lorsque je parle d'un travail permanent d'enquête dans la continuité de l'expérience scolaire des élèves. Le concept donc de Dewey, de reconstruction, permet d'orienter l'idée institutionnelle de refondation de l'école en engageant tous les acteurs ensemble, conjoints, de l'éducation scolaire dans l'expérience qui est une activité transactionnelle dans la réalité. Et la reconstruction de la forme scolaire consisterait à ce que soient plongés les élèves eux-mêmes dans une activité d'enquête permanente, une pratique du travail intellectuel, du rapport de première main au problème, au pluriel, dans un environnement d'institution didactique. Cette reconstruction didactique devrait aller de pair avec une reconstruction entre guillemets pédagogique, c'est-à-dire dans la façon de considérer le pays, l'enfant. L'enfant lui-même, une socialisation de l'enfance donc, qui n'aliène pas les enfants devenus élèves à la dictature du défilé des objets de savoir dans le programme, mais qui se soucie de leur expérience d'enfance, du rapport au monde qu'ils peuvent expérimenter dans le présent, dans cet espace scolaire aménagé pour eux. En effet, pour Dewey, c'est la reconstruction permanente de l'expérience qui est, dit-il, la seule fin de l'éducation, seul but de l'éducation. Et, ajoute-t-il, l'éducation, c'est tirer parti du présent, tout ce qui sert à la croissance. Cette idée est également centrale dans la pédagogie d'Élise et Célestin Freinet, et elle peut impliquer donc un changement de paradigme éducatif, car dans cette forme scolaire, ce n'est pas le temps des objets de savoir qui organise la vie quotidienne des élèves, ce n'est pas le programme, mais c'est le temps des problèmes auxquels ils décident ensemble de s'intéresser et sur lesquels ils décident d'enquêter. Alors, dans un tel souci pour l'enfance, et un tel souci même de l'enfance, de ce que vivent et expérimentent les enfants, il y a en même temps sans doute un risque à mesurer qui pourrait être, comment le nommer,
peut-être pas une dérive, mais enfin une possibilité d'excès d'indulgence qui risquerait lui-même de maintenir l'enfant dans une sorte de puérocentrisme, maintenir l'enfant, l'élève, dans une illusion narcissique de toute puissance, et qui rendrait finalement tout apprentissage impossible. C'est pourquoi la notion de bienveillance doit forcément être articulée à celle d'exigence, dans le but de provoquer avec l'élève une relation confiante. Ainsi, nous pensons que seule la bienveillance en éducation ne veut rien dire, ou même risque d'être une tromperie. Bienveillance, exigence, voici le cadre articulé dans lequel il s'agit pour nous donc de réfléchir. Comme y insiste donc mon collègue Éric Prérat, les hommes ne peuvent paisiblement cohabiter que s'ils sont reliés, mais sans être liés les uns aux autres, proches mais sans être collés, solidaires mais sans être soudés les uns aux autres. C'est cette distance proche qui peut peut-être qualifier l'idée de bienveillance dans notre projet, une attitude qui intègre le souci de l'autre, mais dans le même temps la distance que l'on maintient avec lui, et notamment la distance de l'adulte à l'enfant, la distance du professeur à l'élève. Mais dans la forme classique, l'excès de contrôle sur les apprentissages de l'enfant a conduit à ce qu'il ne travaille que sous la contrainte ou par peur, ou encore, ce qui est peut-être pas forcément mieux ou même pire, pour la seule recherche des gratifications et des considérations. Donc il s'agit pour nous, en conclusion, de réfléchir à la fois sur un nouveau cadre déontologique pour le métier de professeur et sur certaines vertus professorales exigibles, peut-être, dans un tel cadre. Merci.